Alors maintenant va débuter le clou de la soirée, le dialogue inaugural entre deux de nos collègues. Il va être ce débat animé, on le remercie beaucoup, par le journaliste Yoram Meloul. Yoram est journaliste indépendant, membre du collectif de journalistes marseillais Presse Papier, et il est cofondateur du média sonore Clam. Yoram, s'il te plaît. Bonsoir, merci à tout le monde d'être là. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour ce dialogue inaugural du festival Allez savoir, vous le savez déjà, qui a pour thématique cette année s'informer vraiment. Une phrase qui est écrite avec un point d'interrogation et un point d'exclamation et qui invite à questionner nos manières de s'informer tout en soulignant l'urgence de le faire avec conscience, si je puis dire. J'ai le plaisir ce soir de faire la médiation de ce dialogue inaugural qui s'intitule « La société d'information de la promesse démocratique au cauchemar totalitaire ». Pour échanger sur ce sujet et nous éclairer, j'ai à mes côtés Françoise Dossé. Tu es directrice d'études de l'EHESS et tes recherches portent sur les relations entre l'État et la société russe. Et nous sommes aussi avec Antoine Lilti, professeur au Collège de France et directeur d'études de l'EHESS. Tes travaux portent sur les Lumières dans l'Europe du XVIIIe siècle et sur leur héritage culturel. Et tu travailles aussi sur la notion de célébrité, un sujet qui, ce soir, va beaucoup nous intéresser. Alors, je me permets en introduction de vous préciser que cette soirée, cette discussion va être entrecoupée de petites capsules vidéo. Vous allez le voir, plusieurs chercheurs, plusieurs chercheuses, des intellectuels ont partagé leurs réflexions sur le sujet qui nous anime ce soir. Et c'est important parce que ce sujet concerne différentes zones de la planète. Donc on va écouter des voix de l'ensemble de la planète. Mais j'aimerais d'abord démarrer avec toi, Antoine, pour nous parler justement de cette promesse démocratique qu'ont pu représenter les Lumières. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Oui. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci évidemment aux organisateurs et puis merci pour cette première question. Oui, alors, les Lumières, comme vous savez, c'est un mouvement extrêmement pluriel et protéiforme, mais au fond, ce qu'il y a au centre même de la promesse des Lumières au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle les philosophes, c'est l'idée d'une émancipation par le savoir, c'est-à-dire par la diffusion et le partage de la connaissance. Cette idée que si le savoir ne reste plus limité à des petits milieux savants, mais est propagé à l'intérieur d'une société, eh bien les sociétés seront plus justes, les gens seront plus heureux et surtout seront plus autonomes, ils seront capables de penser par eux-mêmes. C'est ça la promesse démocratique, les gens seront autonomes parce que le savoir aura été diffusé. Si vous pensez à l'encyclopédie, par exemple, de Diderot et d'Alembert, qui est le monument qu'on associe généralement aux Lumières, eh bien, c'est ça, il y a une dimension contestataire, etc., mais il y a avant tout l'idée de rendre disponible un état, une synthèse des connaissances à l'ensemble de ceux qui veulent le lire. Donc, il y a ça dans les Lumières, il y a cette promesse d'émancipation par le partage de la connaissance et de l'information, ce qui implique l'existence d'un espace public à la fois libre, et donc c'est la grande lutte des Lumières contre la censure, parce qu'il faut que l'espace public soit libre pour que le savoir circule, mais en même temps un espace public régulé, contrôlé, parce que il ne faut pas non plus, parce qu'un espace public qui serait anarchique et où tout le monde pourrait s'exprimer de la même manière, eh bien, ne permettrait pas en fait cette diffusion du savoir, parce qu'il risquerait d'être noyé sous des informations impossibles à valider. Et juste un mot pour dire aussi que ça, c'est la vision, c'est juste, c'est vrai, mais il faut faire attention à un autre point, c'est qu'on a tendance parfois à voir les Lumières comme quelque chose qui serait un mouvement totalement optimiste et qui verrait justement une sorte de nécessité historique de cette émancipation. Or, en réalité, ce qui est très frappant, c'est qu'au XVIIIe siècle, la plupart des philosophes sont en même temps très inquiets
devant ce qu'ils perçoivent déjà comme étant les contradictions de cet espace public, cette peur d'être, par exemple, englouti sous une masse de livres. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de répéter. Voltaire, alors aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais Voltaire ne cesse de dire, il dit, par exemple, cette masse de livres nouveaux m'écœure et me dégoûte. Et il a l'impression, comme ça, d'être déjà noyé sous une masse de livres, d'informations, etc. Et donc, il y a une inquiétude, on va y revenir dans la discussion, donc je m'arrête là, mais une inquiétude sur la possibilité même d'un espace public dans lequel les savants, les philosophes, ceux qui ont vraiment des choses à dire, les écrivains, peuvent se faire entendre. Oui, la question du trop-plein d'informations, on va y revenir. Et ce qui me permet, vis-à-vis de ces inquiétudes, de me tourner vers toi, Françoise. Est-ce que la Russie, aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu l'anti-idéal des Lumières, surtout depuis février 2022 et l'extension de la guerre en Ukraine? Bonsoir à tous. Merci infiniment pour l'invitation à participer à ce dialogue. Et pour cette première question, alors c'est vrai qu'au regard du titre de cette rencontre, la société de l'information, de la promesse démocratique au cauchemar totalitaire, travaillant sur la Russie actuelle, travaillant aussi sur les questions numériques dans la Russie contemporaine, évidemment, je suis plutôt du côté du cauchemar totalitaire et assez loin des Lumières quand on regarde le cas russe actuel. Et en fait, à regarder ce qui se passe en Russie donc aujourd'hui, effectivement, particulièrement depuis février 2022 et l'agression massive de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, on a le sentiment de voir se rejouer ce fatalisme autoritaire, cette tradition de la censure qui ressurgit tout au long de l'histoire russe. Alors on pourrait remonter au XVIIIe siècle, au XIXe, au XXe siècle évidemment. Donc cette habitude de la censure, de la violence, de l'oppression qui semble se répéter et qui surgit souvent après des périodes d'ouverture, de réforme, voire de révolution, mais où la Russie est sans cesse ramenée à cette tradition autoritaire. Et en fait, l'idée, peut-être ce soir dans ce débat, c'est de montrer que ce qui se joue en Russie n'est peut-être pas si spécifique à ce pays ou à cette société, mais que la façon dont s'exerce le contrôle sur l'espace public, dont se mène aussi la guerre, renvoie à des phénomènes, des pratiques, des réalités observables dans d'autres contextes, historiquement et dans le monde contemporain. Donc, observer avec attention ce qui se passe en Russie, c'est aussi trouver des outils pour comprendre ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui. Alors on pense évidemment d'abord et avant tout à d'autres pays qualifiés d'autoritaires. Alors après, on peut avoir des débats sur ce que signifie ce terme. Donc on pense à ce qui se passe en Chine, en Iran, en Turquie, etc. Mais on voit bien aussi que ces questions de contrôle de l'espace public se posent aussi dans des contextes qui ne sont habituellement pas qualifiés d'autoritaires, que nous connaissons bien en Amérique du Nord, en Europe. Et je pense que l'introduction de Romain Huret a bien montré que ces questions se posent avec force aujourd'hui aux États-Unis. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là, disons, que je vais participer à ce débat. Et c'est bien l'objectif du débat, d'essayer de revenir dans l'histoire ou sur une zone géographique pour essayer de questionner des situations plus universelles et des fonctionnements plus universels. Comme je vous le disais, on va avoir un ensemble de vidéos qui vont nous permettre un peu de cadrer cette discussion. Et on va commencer notamment par écouter Pablo Boczkowski, qui est sociologue des médias et qui nous parle de l'histoire des technologies de l'information. Los entornos digitales, al igual que los entornos urbanos, o al igual que la vida social misma, está llena de conflictos. El pretender que no va a haber conflictos en los entornos digitales es pretender una sociedad que nunca existió ni va a existir. Los conflictos existen primariamente porque en los entornos digitales, como en los entornos urbanos, como en la sociedad en su conjunto, hay distintos grupos sociales con distintos intereses, distintas agendas, y no hay recursos suficientes para que se realicen los objetivos de todas las partes. Con lo cual, la idea cuando surge el Internet de que de por sí va a ser más igualitaria, más inclusiva, más democrática, es una ilusión, porque Internet, la web, la inteligencia artificial la creamos nosotros.
Y si nuestra sociedad es inequitativa, llena de conflictos, no solidaria, excluyente, ¿por qué pensar que la tecnología digital va a serlo? ¿Por qué sorprendernos cuando no lo es? Hay muchísimo pesimismo hoy en día, tanto entre los académicos como entre las personas de medios respecto del futuro de la tecnología digital. La inteligencia artificial nos va a sacar el trabajo, los algoritmos hacen que haya más discursos de odio, más discriminación, etcétera, etcétera. Pero si algo muestra la historia de la tecnología, ¿sí?, es que los efectos de la tecnología son producto de las acciones de las personas y los colectivos y usualmente no son predecibles de antemano. Alors, moi, ce qui m'a interpellé principalement dans cette vidéo, c'est la question justement de cet espoir un peu déçu d'un Internet égalitaire, complètement libre, avec l'idée que la société en ligne en fait, ne fait que reproduire des dynamiques qui existent dans le monde réel, si je puis dire ça comme ça. Et du coup, je me tourne vers toi pour nous parler d'Internet, l'historien, pour nous parler de cette violence dans le débat public en fait. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce que je trouve très intéressant dans l'intervention là, de notre collègue, c'est que c'est une manière d'abord de dédramatiser en le replaçant dans un contexte, tout un discours extrêmement pessimiste qui aurait tendance à blâmer la technologie d'Internet elle-même, et de rappeler au fond qu'une grande partie de la violence, de ce qu'on voit comme violence en ligne, est effectivement une violence sociale. Et ça, on peut... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste d'Internet, mais si je le replace historiquement, ça va être mon rôle dans ce débat, de faire le dire « Ah, mais oui, déjà avant, au XVIIIe siècle, vous savez, etc. » Toujours un historien qui s'y colle. Et donc là, c'est moi ce soir. Et donc, pour dire que, par exemple, si vous prenez la presse au XVIIIe siècle, il y a tout un discours. Par exemple, Romain Huré a cité tout à l'heure le grand philosophe allemand Jürgen Habermas. Dans sa théorie de l'espace public, il voit le XVIIIe siècle comme un moment, justement, la presse aurait été un lieu du débat rationnel, de la discussion, etc. Mais en réalité, d'une part, si on regarde de près, ce n'est pas du tout le cas. Et surtout, si vous prenez le moment de la Révolution française, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une société devient elle-même polarisée, conflictuelle, virulente, eh bien, qui est aussi un moment d'extrême liberté de la presse, puisqu'en 1789, les révolutionnaires abolissent la censure et libèrent la presse. On a des centaines de journaux qui sont créés en quelques mois. Eh bien, certains de ces journaux vont être d'une extrême violence. Certains essayent d'informer, de rendre publics les débats politiques à l'Assemblée, mais certains s'attaquent à leurs adversaires avec une violence, une virulence. On connaît bien évidemment l'Ami du peuple de Marat, qui lance des vraies campagnes de dénonciation publique. Un peu plus tard, vous avez le Père Duchesne de Hébert, qui utilise même un vocabulaire ordurier pour attaquer tous les ennemis. Et puis les journaux royalistes ne sont pas en reste. Donc un même moyen de communication et d'information dans une société aussi polarisée et violente et conflictuelle qu'est la Révolution française, devient un lieu de conflits qui n'ont pas grand-chose à envier vraiment aux formes de conflictualité qu'on trouve en ligne aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est intéressant d'avoir cette mise en perspective. Et oui, que ça fait partie du débat public, le conflit. Et justement, sur cette histoire, cette idée que Internet serait un peu à l'image, ou en tout cas que le débat en ligne serait à l'image d'une société, moi, en voyant ça, je me suis posé une question très sincère. Je me suis dit, on ne sait pas à quoi ressemble l'Internet russe. Est-ce qu'il est à l'image de la société russe ? Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce à quoi ressemble cet Internet, Françoise ? Alors l'Internet russe s'est constitué après la chute de l'URSS, après les réformes gorbatcheviennes, donc dans un moment de grande libéralisation en fait de l'espace public qui correspond à peu près à ce que décrivait Antoine à l'instant sur ce qui s'est passé au moment de la Révolution, de cette liberté de la presse complètement échevelée, complètement dérégulée, mais aussi extrêmement violente, où sont diffusés des contenus qui peuvent aussi être des contenus d'une grande violence. Donc c'est dans ce contexte-là que s'est constitué l'Internet russe et
au départ, aussi dans une logique un peu de déterminisme technologique, l'idée était que cet Internet russe allait apporter au fond la démocratisation au pays. Donc il y avait l'idée que c'était là les racines de la démocratie. Dans l'esprit aussi des fondateurs d'Internet aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui a été pris par cet optimisme numérique, inspiré aussi par les idéaux hippies de ces créateurs d'Internet. Donc tout ça s'est transposé dans le contexte russe. Et puis depuis, en fait, c'est une espèce de longue histoire de la désillusion numérique qui n'est pas observable que dans le cas russe, puisqu'on la trouve dans d'autres contextes. Il y a toute une littérature aujourd'hui sur l'utopie déchue, pour reprendre les termes d'un collègue qui s'appelle Félix Tréguer, cette désillusion à l'égard d'Internet. Mais cette désillusion à l'égard d'Internet, elle ne s'est pas jouée de la même façon en Russie et dans d'autres contextes libéralisés. Aux États-Unis, la critique d'Internet, c'est surtout une critique du capitalisme de surveillance qui a été élaborée par Shoshana Zuboff. Donc on critique le rôle des big tech, du capitalisme, de l'usage des données. Dans le cadre de la Russie, c'est une autre critique qui émerge, c'est celle de l'autoritarisme numérique, c'est-à-dire de l'État qui prend possession d'Internet, qui va s'en emparer, qui va déployer un ensemble d'emprises sur cet Internet. Et ce qui est très important, je pense, à comprendre, c'est que en Russie, mais comme en Chine, en fait, on a des entreprises nationales du numérique qui sont extrêmement fortes et qui concurrencent les big tech. Donc ce ne sont pas les big tech qui sont dominants dans le contexte numérique russe, et surtout pas depuis 2022, puisque les grandes compagnies internationales ont été, pour l'essentiel, pas toutes, mais bloquées en Russie. Je me permets de te relancer là-dessus. Concrètement, depuis 2022, qu'est-ce qui se passe sur Internet en Russie? Est-ce qu'il y a un débat public au sein de l'Internet russe? Est-ce qu'il y a des gens qui échangent? Est-ce que tu pourrais me dire concrètement ce qu'il en est? Alors la première question, c'est comment définir l'Internet russe? Oui. Qu'est-ce que c'est que l'Internet russe? Est-ce que c'est l'Internet russophone? Est-ce que c'est l'Internet à l'intérieur de la Russie? L'Internet russophone, en fait, est beaucoup plus fragmenté que ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie des journalistes russes qui ont été obligés de fuir le pays, qui sont en exil et qui, depuis leur exil, alimentent une sphère russophone alternative, mais qui est bloquée en Russie même. Donc, il n'est pas accessible pour les usagers en Russie. Et puis, à côté, on a cet espace contrôlé par l'État russe sur le territoire russe. Alors, depuis le début des années 2010, le contrôle de l'Internet russe s'est surtout fait par des listes noires, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accéder au contenu qui était interdit. Là, ce qu'on a vu, c'est beaucoup plus récent, ça date de cet été, c'est l'apparition de ce qu'on appelle des listes blanches. Et là, les listes blanches, ça veut dire que c'est un Internet où on ne peut accéder qu'à ce qui est autorisé. Et donc là, on voit changer la nature du contrôle qui s'exerce sur l'espace numérique en Russie. Oui. Je veux bien revenir un instant sur cette question de désillusion qu'a utilisé François. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que on oublie un peu à quel point l'Internet, il n'y a pas si longtemps, a suscité effectivement un espoir démocratique extrêmement profond. Au moment aussi des printemps arabes, on a dit que c'est grâce à Internet que les populations peuvent s'informer, peuvent se mobiliser et peuvent justement échapper à des formes d'autoritarisme sur l'information. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est totalement renversé et retourné, et peut-être excessivement. Voilà, c'est ce que je voudrais dire, c'est-à-dire qu'on dit l'Internet, les réseaux sociaux, les plateformes, et je dirais peut-être excessivement. Il y a des bonnes raisons de se méfier de toute une série d'évolutions, mais si vous réfléchissez aux évolutions, celles que vient d'évoquer Françoise, que ce soit le contrôle étatique sur l'information, bon, il n'est pas spécifique à Internet. Il peut toucher aussi Internet, mais enfin, il touche très largement les médias traditionnels. Et quant au contrôle par des grandes entreprises capitalistes de la tech, on a aussi des phénomènes peut-être encore plus inquiétants de contrôle par des grandes entreprises capitalistes, des médias traditionnels, que ce soit la presse aujourd'hui ou que ce soit les chaînes de radio et de télévision. Et ce qui est intéressant, ce que je voudrais dire, c'est que il faut aussi réfléchir à ce qui, dans cette désillusion qui est maintenant un discours vraiment très généralisé dans l'espace public, ce qui est de l'ordre, parce que ça se répète très souvent dans l'histoire, d'une déception des élites culturelles, intellectuelles et politiques à l'égard d'une technologie qui en grande partie leur échappe. Elle leur échappe à la fois parce que les usages
des consommateurs leur échappe, et parce que ça permet à toute une série de nouveaux intervenants et de nouveaux entrants dans le monde de l'information et de la communication. Et vraiment, je prenais l'exemple tout à l'heure de la presse au XVIIIe siècle, mais vous trouvez exactement le même type de discours qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une sorte de panique morale à l'idée que finalement, il y a des phénomènes d'information, des journalistes qui on ne sait pas d'où ils viennent et qui tout d'un coup se mettent à contrôler l'information, des gens qui les lisent et qui vont croire tout ce qu'on leur raconte parce qu'ils n'ont pas les outils. Enfin, tout ça pour dire que peut-être que cette désillusion, elle a des fondements tout à fait importants et inquiétants, mais peut-être qu'elle est aussi à nuancer et à réfléchir sociologiquement. Ce qui nous pose la question de l'égalité ou de l'inégalité d'accès à l'information. Et pour cela, j'aimerais qu'on passe à la seconde vidéo et qu'on écoute le philosophe Souleymane Bachir Diane. En fait, aujourd'hui, la question est réglée. Il n'y a pas, on a l'habitude de parler de l'inégalité nord-sud, mais en matière d'information, précisément, il y a une démocratisation de l'information. Et cela tient aux technologies nouvelles. La question est moins l'accès à l'information que d'une certaine manière un trop-plein d'informations. Il va falloir pouvoir trier là-dessus. Mais je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait d'inégalité d'accès dans l'information parce que toute l'information aujourd'hui est tout de suite disponible pour l'ensemble du monde et cela tient à la technologie. La différence sera une différence de vulnérabilité, si vous voulez, mais elle n'est pas une différence essentielle au sens où il y aurait une inégalité naturelle entre le Nord et le Sud. On voit que l'Internet, au lieu d'être cet outil démocratique qui va donner corps à une opinion publique internationale, est le lieu de tous les tribalismes et le lieu des nationalismes qui sont en train aujourd'hui de déchirer et de fragmenter notre monde sur le plan politique. On vit une époque paradoxale où nous avons les moyens technologiques de réaliser une véritable société humaine. Et en même temps, nous faisons usage de ces mêmes outils pour des enfermements identitaires, des enfermements nationalistes, des enfermements souverainistes qui sont en train de se manifester dans l'ordre international. Alors moi, il y a un premier élément dans cette vidéo qui m'intéresse, c'est qu'on parle d'une fracture nord-sud et qu'on parle de l'Internet. Et ce que tu m'as dit, Françoise, quand on a discuté tout à l'heure, c'est mais il n'y a pas un Internet, il y a des Internets. Est-ce que tu pourrais un peu développer cette idée que la globalisation, elle est un peu incarnée par Internet, mais que ce n'est pas tout à fait ça? Oui, alors dans la continuité de la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement les débuts d'Internet, alors ce qu'on appelle Internet, c'est ce réseau donc venu des États-Unis qui se serait répandu à la surface du globe, créant cet Internet global qui participe donc de l'universalisation des pratiques de communication. Or, en fait, ce récit de l'Internet global, il doit être interrogé parce qu'en fait, Internet a plusieurs histoires. Il faut pluraliser cette histoire et on sait qu'en différents lieux, différents Internets se sont constitués. Il est important d'en parler au pluriel et on sait notamment en France, on connaît cette histoire singulière de l'Internet français qui n'a pas abouti, mais qui était l'histoire du Minitel, qui essayait d'ouvrir une autre façon d'accéder au réseau. Donc en fait, l'important c'est de pluraliser cette histoire et de montrer que ces imaginaires d'Internet donc, se différencient. Et là où je suis d'accord avec ce qui a été dit par Souleymane Bachir Diane, c'est cet enjeu maintenant de la fragmentation. Donc on est actuellement dans des discussions qui portent plus tellement sur la globalisation d'Internet, mais vraiment sur cette histoire de la fragmentation et de l'apparition d'Internet souverain où des États essayent de retrouver des outils régaliens pour contrôler Internet dans leurs propres frontières. C'est ce qu'on voit actuellement du côté de la Russie, une volonté de contrôle sur le numérique russe, mais aussi une volonté d'expansionnisme
aux dépens notamment de l'Ukraine, hein, un Internet qui vise à s'étendre, un modèle qui vise à s'étendre et qui est pensé en opposition évidemment au modèle de l'Internet de la Silicon Valley. Oui, c'est justement cette question de la bulle médiatique, en fait, d'une certaine manière, que tu évoques aussi vis-à-vis de la Russie ici, mais il y a la question aussi des algorithmes. Comment est-ce qu'on fait encore débat? Alors, je ne sais pas ce qu'il en était au XVIIIe siècle sur le lectorat. Est-ce qu'il y avait aussi des espèces de bulles comme ça? Comment s'organiser le débat dans la société, dans l'espace public? Est-ce qu'on peut y faire un parallèle avec ce qu'il y a aujourd'hui autour des bulles algorithmiques? Alors oui, on peut faire évidemment des parallèles. Il y a des... Alors évidemment, il n'y a pas des bulles algorithmiques, ça, c'est une évidence, mais de toute façon, oui, il y a des... Par exemple, une grande partie de l'information pouvait circuler par des réseaux de sociabilité, par l'oralité. Et donc, là aussi, c'était des réseaux d'interconnaissance qui faisait que l'information circulait, par exemple, dans des salons, dans des lieux de pensée, dans des loges maçonniques, dans des académies, etc. Donc, il y avait là aussi des phénomènes de circulation de l'information fondés sur des réseaux d'interconnaissance. Là, évidemment, ce qui est très différent aujourd'hui, c'est qu'on a, d'une part, des algorithmes, donc en fait l'automatisation de processus qui vous donne l'information que vous attendez, et par ailleurs que c'est contrôlé par des sociétés qui veulent faire du profit. Mais vous savez, par exemple, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'était une grande inquiétude, c'était l'idée que les gens lisaient des journaux en fonction de leur proximité politique, et que du coup, ils lisaient, ils avaient l'information et surtout l'éditorialisation, et que si vous étiez lecteur de l'Humanité ou lecteur du Figaro, bon, bah, vous n'aviez pas la même information, et que vous receviez à la fois une information et une éditorialisation qui était conforme. Alors, il y a une accélération, mais l'idée qu'au fond, on ait une segmentarisation des espaces d'information et de communication, ça, je pense que c'est un vieux phénomène. J'aimerais passer à la vidéo suivante. Mais attends, pardon. Juste un mot, si tu veux bien, c'est parce que je voulais quand même nuancer un point de ce qu'a dit Souleymane Bacharian. Bon, il n'est pas là, c'est pas du tout une... Donc je pense qu'il l'explicite plus clairement dans la version longue de la vidéo. Je crois qu'il y a des versions longues qui seront disponibles sur le site, que je vous encourage à aller voir. Dans cet extrait, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu, c'est-à-dire que, évidemment, il y a eu un progrès très large de l'accès à l'information grâce à Internet. Mais néanmoins, il reste, je crois, et Souleymane serait tout à fait d'accord pour le dire, il reste quand même des inégalités, des fractures nord-sud notamment, et puis des inégalités très fortes. En 2021, il y a une étude qui montrait qu'il y avait près de 3 milliards d'êtres humains qui n'avaient jamais accédé à Internet. Jamais. Donc, dire que le numérique réduit totalement les disparités globales en matière d'accès à l'information. C'est aussi une disparité de production de l'information, parce qu'une information, les contenus sont quand même dans certaines langues et sont quand même produits massivement, alors en Occident, en Chine, en Inde, mais pas absolument partout sur la planète. Et puis même en France, enfin dans les pays développés, très numérisés, en France, vous avez 15 à 20% de personnes qui n'ont pas accès à l'Internet. Et parmi même ceux qui ont accès, il y a des différences de compétences, il y a des différences d'usage. Et donc, voilà, il faut là aussi un tout petit peu se méfier, même si la problématique que posait Souleymane Bacharian, celle de ce contraste entre ce qu'on peut appeler le village global de l'Internet et un monde de plus en plus conflictuel et polarisé, bon, ça, ce diagnostic tient très bien, mais à condition de nuancer le verdict général, je crois. Merci pour ces précisions. Je vais du coup passer à la prochaine vidéo, parce que dans la précédente, on parle du trop-plein d'informations, et là, j'aimerais qu'on puisse parler aussi de désinformation avec Tatiana Ogarkova, excusez-moi, qu'elle m'excuse, qui est journaliste et politiste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center.
способи боротьби, які застосовує Російська Федерація проти України. Це, очевидно, військові засоби, але надзвичайно важливою є інформаційна складова, тобто поширення фейкових новин, поширення фейкових наративів, як всередині українського суспільства, так і назовні, на, скажімо, західну аудиторію. Надзвичайно важливо посіяти зневіру, посіяти невпевненість у собі. Сьогодні ми вже, звісно, ставимо питання про те, що цей феномен надлишку інформації, в тому числі хибної інформації, він є настільки великим, що виникає питання щодо ефективності. Чи не є, наприклад, оця робота з спростування, чи є вона взагалі ефективною? Чи не краще Україні натомість і на рівні громадянського суспільства, і на рівні держави скоріше просувати власні наративи, власні історії розповідати і не витрачати час і зусилля на, власне, боротьбу з чужою дезінформацією. Ці дебати присутні. Також хочу відзначити, в 15-му, в 16-му роках і пізніше, в 22-му році, суттєві зусилля були зроблені для того, щоб припинити потік дезінформації в Україну. Тому дійсно дуже багато сайтів і доступів до російських ресурсів наразі в Україні є закритими. І тут, звісно, також виникає питання про доцільність, про чи можна пожертвувати свободою заради перемоги. Так, можна так сформулювати це запитання, але насправді в умовах, власне, дуже витонченої інформаційної війни, я би так сказала, що більшості населення України цей крок видається виправданим. Alors là, encore une fois, il y a plusieurs points très importants qui sont soulevés. Ce que j'aimerais dire et qui nous a paru important dans la discussion avant, c'est que ce qui est évoqué ici sur les questions de désinformation vis-à-vis de l'Ukraine, en fait, c'est des mécanismes qui se reproduisent aujourd'hui ailleurs. Je pense aux États-Unis, je pense bien sûr à Gaza, sur cette question de l'utilisation de la désinformation dans un contexte de guerre ou dans un contexte de forte tension politique. La première chose, c'est cette question de la lutte contre la désinformation. Est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que moi, je suis journaliste et là, on fait beaucoup d'éducation aux médias. On se pose sans arrêt la question de comment lutter contre les fausses informations, contre la désinformation. Qu'est-ce que nous dit un peu le cas russe, le cas ukrainien là-dessus? Alors, ce qui est important dans ce qu'a dit Tetiana Ogarkova, ce qu'on voit, c'est cette tension permanente dans cette société en guerre entre contrôle de l'information pour protéger le pays d'un côté et maintien de la liberté de circulation de l'information de l'autre, notamment dans un contexte où l'Ukraine cherche précisément à se différencier du contrôle de l'information, de la censure qui existe en Russie. Et ce compromis, il est difficile à trouver parce que d'un côté, la liberté de l'information est aussi vitale pour la société en temps de guerre, pour s'organiser, pour s'entraider, pour se défendre, pour se protéger. Et je rappelle simplement que, notamment pour recevoir des alertes, pour se mettre en sécurité au moment des bombardements russes, en fait, la population est informée par son téléphone portable. Donc, ils ont un besoin vital, en fait, de cet accès à l'information. Ça leur permet aussi de documenter ce qui se passe, de se coordonner. Donc voilà, cette liberté d'information est importante. Et dans le même temps, c'est ce qui a été dit, on voit bien aussi tous les risques de déstabilisation, désinformation, etc., qui peuvent surgir et qui conduisent à adopter des formes de régulation ou même là de censure, hein, puisque, comme ça a été dit aussi, certains réseaux sociaux russes sont interdits en Ukraine. Et on voit bien que l'État ukrainien essaye de légiférer. Ils ont mis en place ce qui s'appelle le marathon des nouvelles unifiées, où en fait tous les matins l'ensemble des médias ukrainiens diffusent le même programme pour avoir un espace complètement unifié de l'information. Et on voit bien, en même temps, on voit bien les limites de ces tentatives de régulation qui font aussi qu'une partie de cette lutte contre la désinformation va être délégués au fond aux citoyens eux-mêmes qui vont être amenés à juger eux-mêmes de la pertinence ou non des informations qu'ils reçoivent. Et c'est ça qui est très intéressant dans le contexte ukrainien. Et c'est un peu aussi dans la continuité de l'esprit du Maïdan de 2014, c'est que les citoyens essayent de s'emparer eux-mêmes de leur sécurité informationnelle. Concrètement, ça se traduit comment? Notamment, alors soit grâce à l'existence d'associations qui vont se constituer,
pour décrypter les fausses nouvelles. Donc il y a une association à Kiev qui est assez importante qui a créé un site qui s'appelle Stop Fake et qui décrypte les fausses nouvelles qui peuvent arriver en Ukraine. Et puis, ça se traduit aussi de façon beaucoup plus individuelle, d'une certaine façon, par une forme de vigilance des citoyens ukrainiens sur leurs propres pratiques d'information. Et je voulais simplement donner le cas de personnes en Ukraine qui se déplacent avec 2 téléphones. Un téléphone pour justement recevoir ces alertes, etc., sur les réseaux sociaux et notamment sur Telegram. Mais Telegram est d'une fiabilité douteuse. Et donc, il va y avoir un 2e téléphone où là, ils auront des applications qui sont plus importantes pour la protection de leurs données personnelles. Donc, on voit au fond une prise en charge par les personnes elles-mêmes de cette capacité à juger des informations qui circulent et à naviguer dans cet espace sous tension. Sachant qu'il y a plusieurs types d'informations, on ne l'a peut-être pas défini en préambule, mais l'information journalistique ou une information une opinion, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis posé la question de savoir qui c'est qui faisait circuler cette information, et notamment la question actuelle des influenceurs dont on a connaissance, dont l'importance et l'influence justement est assez importante, y compris dans le débat politique, y compris dans le débat public, que ce soit aux États-Unis ou ici même en France. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis demandé si il n'y avait pas aussi un enjeu parfois derrière la recherche de célébrités à venir construire des récits, des discours qui peuvent plaire à un public au détriment de la vérité. Comme je sais que tu as travaillé sur la célébrité, je te laisse rebondir là-dessus. Oui, alors, non, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on aurait plutôt tendance, effectivement, à voir ce lien entre célébrité et information, des informations sous l'angle des influenceurs comme informateurs peu fiables qui sont prêts à faire circuler des fausses nouvelles pour produire leur propre célébrité. J'aurais tendance à me méfier, parce qu'il me semble que cette critique-là, elle peut rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'inquiétude des professionnels de l'information par rapport à d'autres outils d'information. Et enfin, je suis sûr qu'il y a peut-être des jeunes, je pense qu'il y a quelques jeunes dans la salle, et sinon il y a des parents d'adolescents, et donc vous savez bien que tous les adolescents s'informent aujourd'hui avec Hugo Décrypte et pas en lisant Le Monde. Donc, et c'est plutôt mieux c'est nettement mieux que des vidéos quelconques qui circulent. Et donc le problème est plutôt le suivi de l'information. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a, au fond, de nouveaux intervenants dans le monde de l'information qui sont au croisement de ces nouveaux usages, nouveaux outils. Mais la célébrité, on peut aussi, le rapport célébrité-information, on peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire à la fois la manière dont le désir des journalistes et du public de parler des gens célèbres les amène à produire et à faire circuler toute une série de rumeurs, de fausses nouvelles. On ne parle jamais, il n'y a jamais autant de fausses nouvelles que sur les gens célèbres. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit très bien se dérouler dès le XVIIIe siècle, avec ce goût, ce qu'on appelle les vies privées d'eux, donc les vies privées des gens célèbres, mais aussi dans les journaux, alors notamment d'abord en Angleterre, puis en France, avec les journaux qui se mettent à raconter des histoires sur les gens célèbres. Et du coup, ça produit une certaine inquiétude parce que, notamment, des philosophes comme Voltaire, Rousseau, etc., se disent, mais si finalement les gens s'intéressent plus à ma vie privée qu'à mes idées, comment est-ce que je vais pouvoir produire, diffuser le savoir ou la connaissance si, en réalité, ce qui intéresse les journalistes, enfin, à l'époque, ce n'est pas encore des journalistes, mais en tout cas, ces auteurs ou le public, ce sont des informations anecdotiques sur les gens que j'ai rencontrés, le repas que j'ai fait, etc. Et celui qui a le plus réfléchi là-dessus, c'est Jean-Jacques Rousseau. On ne le connaît pas aujourd'hui tellement pour ça, mais il est la première grande célébrité de son temps. Vraiment, les gens le suivent dans la rue, le reconnaissent, lui écrivent des lettres enflammées, lui demandent des portraits gravés, etc. Donc il est vraiment une célébrité, il a des fans. Et le problème, c'est qu'il va finir par devenir paranoïaque
justement à l'égard de ce désir de ses fans qui, dit-il, sont prêts à croire n'importe quoi de ce qu'on raconte sur lui. Et il en vient à développer une espèce d'anthropologie, si on peut dire, extrêmement pessimiste de la crédulité du public. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne dit pas seulement, il dit bien sûr, il y a mes ennemis, il y a des journalistes qui racontent n'importe quoi sur moi, qui diffusent ce qu'on appellerait aujourd'hui des fausses nouvelles, mais surtout, il dit, le pire, c'est que les gens sont très contents d'y croire. Et il dit, on pourrait raconter n'importe quoi sur moi, les gens y croiraient. Et il a cette phrase terrible, il dit, le public est trompé, je le sais, je le vois, mais il se plaît à l'être et n'aimerait pas être détrompé. Et donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a cette anxiété dès le XVIIIe siècle sur le fait que les mécanismes médiatiques comme ceux de la célébrité, mais on pourrait en citer d'autres, viennent parasiter dès l'origine la promesse démocratique. C'est-à-dire que, par exemple, la liberté de la presse, la liberté de publication, la visibilité des savants, des philosophes dans l'espace public, qui aurait dû être un outil pour cette diffusion du savoir, peut se retourner contre eux et produire au contraire un espace de la crédulité publique. Il n'était pas très optimiste sur la lutte contre la désinformation. Pas tellement. mais cette envie de croire, en fait, et de croire, y compris contre la vérité, moi, ça m'intéresse beaucoup sur dans le monde politique, et y compris dans les tensions qui peuvent exister, dans les moments de conflit. Comment le public réagit face, alors là, je pense à la Russie notamment, face à ce qui peut être raconté. Est-ce qu'on croit vraiment à tout? Est-ce que la société russe croit vraiment à tout ce qui est raconté? Ou est-ce qu'il y a un esprit critique aussi du côté russe, et est-ce qu'on arrive à le mesurer? Alors, dans une société en guerre ou en conflit, naviguer dans ces espaces où des informations diverses circulent est très, très difficile, en fait, d'essayer d'identifier où est la bonne information, où est la mauvaise information, etc. Ça demande un effort de réflexion permanent. Et en fait, ce qui se passe dans la société russe actuellement, c'est que cette question la critique, le débat n'ont plus place, en fait. C'est-à-dire que le récit qui est proposé est un récit standardisé quasiment à l'échelle de la société, où les mots mêmes sont choisis pour parler des événements. On n'a plus le droit de parler de guerre, on parle d'opération militaire spéciale. Et donc, il y a une forme de standardisation de cet espace informationnel sous l'effet d'un certain nombre de règles et de contraintes qui s'appliquent à cet espace et qui, d'une certaine façon, vont faciliter la vie de la société qui n'a plus à se positionner dans des débats, puisque ces débats n'existent plus. Par contre, certains d'entre eux vont essayer d'accéder malgré tout à des contenus alternatifs, alors par des outils techniques, l'usage de VPN notamment, pour essayer de retrouver des appuis critiques, mais qui ne sont plus réellement disponibles dans l'espace de ce qu'on peut dire en public. Alors après, il y a du débat, mais qui va se dérouler dans des sphères beaucoup plus personnelles, privées, dans les cuisines, avec des amis auxquels on a confiance. Mais la prise de parole publique est très compliquée parce que tout ce qui se passe sous le regard de l'État peut immédiatement être la source de poursuites. Et pour ceux qui ont l'occasion, qui auraient eu l'occasion de voir à la télévision ce week-end un film qui s'appelle Politzeck sur les réfugiés politiques, les prisonniers politiques en Russie, on voit très bien les mécanismes qui font qu'une prise de parole dans l'espace public peut immédiatement amener une sanction pénale, notamment au cas d'un enfant de 14 ans qui prend position contre Poutine, qui publie une vidéo contre Poutine sur les réseaux sociaux et qui en fait été arrêté, condamné à 5 ans de réclusion. Donc on voit bien que le contrôle de la parole dans l'espace public actuellement en Russie est extrêmement fort. J'aimerais qu'on passe à la... Tu voulais réagir? Non. J'aimerais qu'on passe à la dernière vidéo et qu'on parle maintenant de la question de l'information et des sciences avec Lorraine Daston, qui est historienne des sciences. A scientific article will always come with estimations of possible sources of error, possible sources of uncertainty. Moreover,
all science is tentative science. There would not be scientific progress if scientific results were not revised and perfected by subsequent science. But this is a message which is often lost in the communication of science, in part because of the deadly intersection of perverse motivations, both on the part of the scientists interested in having their public funding renewed and on the part of the journalists interested in an attention-grabbing headline. We see this, I think, most dramatically in the recent experience with the COVID pandemic. It was a time, and this is absolutely proper, when scientists were in the spotlight because we were all dependent upon their results in order to guide policy as to whether or not we should gather in groups, which groups of people were especially at risk from this particular virus, whether masks worked or not, and under what circumstances. Because the scientists were, first of all, completely unused to communicating the results to a broader public, and moreover under intense pressure to give some kind of guidance to policymakers, they created the impression that the truths of today were the errors of tomorrow. This is simply the advance of knowledge. There is nothing scandalous about this, but it could be made into a scandal, and it was. Alors, on est dans une époque, ça a été dit, où les sciences sont sous pression du politique. Ça a été dit pour les États-Unis avec la question du paracétamol, mais c'est aussi le cas en France et c'est aussi le cas pour les sciences sociales. Je pense notamment à, il y a quelques années, ce qu'on a appelé l'excuse sociologique, où on a entendu certaines personnalités politiques dire que comprendre, c'était commencer à excuser. Il y a aussi plus récemment les débats qu'il y a pu avoir sur la question de ce qui avait été appelé l'islamo-gauchisme dans les universités. Ce qui amène à une question que je me tourne vers toi, Antoine, c'est de savoir comment faire quand on est scientifique pour bien intervenir dans le débat public. Bah ça, si on le savait, on serait content. Non, j'ai pas la martingale, hein, je m'excuse pour les collègues dans la salle. Non, mais ce que dit Lauren Daston est vraiment absolument fondamental. C'est quelque chose d'essentiel à bien comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux régimes de parole, deux régimes d'expression, je ne vais pas tout casser, deux régimes d'expression qui sont différents. Il y a celui régime de la parole scientifique, savante, qui justement, elle le dit très bien, il est dans le doute, il sait qu'il est révisable, que ce qu'on dit, bah, peut-être que demain on verra que c'est faux, etc. Et puis il y a une parole dans l'espace public qui forcément doit aller plus vite, doit être plus assertive, doit être plus punchy, etc. Et donc c'est très concrètement, voilà, c'est-à-dire que quand on doit s'exprimer dans l'espace public, on doit transformer un long livre compliqué et nuancé en un article qui assène des choses. Et sinon, si on ne le fait pas, on dit « Oh non, mais là, c'est trop long, vous ennuyez tout le monde, personne ne va rien retenir. » Donc, c'est logique, mais donc ça rend les choses extrêmement difficiles. Donc ça, c'est le premier élément. Je crois que c'est très important d'avoir bien ça en tête parce que des deux côtés, c'est-à-dire que pour les scientifiques, pour les spécialistes de sciences sociales, ça fait que l'espace public est absolument nécessaire de s'exprimer dans l'espace public s'ils veulent être fidèles à ce dont disait tout à l'heure, cette promesse d'un partage du savoir. Et en même temps, c'est toujours un piège ou un risque, parce qu'il y a le risque, effectivement, de fausser leur discours ou de transformer leur savoir scientifique en idéologie. En quelque chose de vérifié, oui. Et parfois, l'espace public se retrouve à donner son avis sur la valeur scientifique d'une... Enfin, on a cité, sans le citer tout à l'heure, le professeur Raoult, qu'il puisse y avoir des débats politiques dans l'espace public sur la valeur scientifique ou non d'une information donnée par un scientifique, c'est presque un retournement, non ? Oui, mais en même temps, c'est normal. C'est-à-dire que dans un contexte de crise sanitaire, que l'espace public se saisisse des propositions médicales, c'est tout à fait normal et attendu. Dans le cas de Didier Raoult, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, aujourd'hui, d'une certaine manière, on peut dire que l'histoire a jugé, mais
Donc on sait qu'effectivement l'hydroxychloroquine n'était pas le remède. Mais si on se replace à ce moment-là, c'est extrêmement difficile pour les experts et a fortiori pour le public de discriminer qui est, si Didier Raoult est un grand savant ou un charlatan. Parce qu'il est à l'époque considéré comme un des médecins les plus cités dans les revues, qui a le plus publié. Il a un institut médical. Le président Macron vient lui rendre visite. Il a tous les atouts de la scientificité. C'est ça qui est très difficile. C'est pour ça que on ne peut pas juste dire il y a d'un côté la science et de l'autre côté la désinformation ou les charlatans, parce que dans le temps court de l'espace public et en période de crise, en période de guerre, comme le terrain dont parle Françoise, en période de crise, d'épidémie, ce sont des situations qui sont très difficiles à trancher. Je peux prendre un exemple pour revenir au XVIIIe siècle, vous avez compris que j'aimais bien. On a un cas très intéressant dans les années 1780. Quelqu'un, vous avez sans doute entendu parler, qui est un médecin autrichien qui s'appelle Mesmer, Franz Anton Mesmer, arrive à Paris et il dit qu'il a une théorie, il a fait une théorie scientifique, il appelle le magnétisme animal, et il a une thérapie, il soigne les gens par magnétisme, et c'est un succès considérable, il devient une célébrité, tout le monde en parle, et les savants ne savent pas en réalité. Donc il y a l'Académie des sciences et l'Académie de médecine vont mettre en place des enquêtes pour essayer de déterminer si sa thérapie fonctionne ou pas. Certains le traitent de charlatan, d'autres pensent que c'est le plus grand savant de son temps. Et dans le temps court de la virulence du débat public, c'est extrêmement difficile. Et donc pour ça que l'articulation de l'espace public et de l'espace intellectuel, il pose toutes ces contradictions qui ne peuvent pas être tranchées de manière totalement noir et blanc. Là, c'est sur la question médicale, mais il y a aussi la question des sciences sociales, de l'usage de l'histoire. Je sais que c'est une question qui te tient à cœur. Est-ce que, justement, il y a aussi une difficulté à faire de l'histoire ou à parler d'histoire quand on s'exprime en public et qu'on fait des recherches là-dessus? Oui, alors à nouveau, ce qu'a dit Lorraine Daston, je pense c'est incroyablement important. C'est-à-dire que comment avance la science, c'est par ses essais, ses erreurs, cette complexité, ce doute, le fait qu'il n'y a pas de vérité établie, positive, établie de façon définitive, et que le savoir scientifique avance précisément par le débat. Or ça se conjugue très mal avec des projets politiques qui ont une dimension conservatrice, traditionnaliste. Alors, à nouveau, comme dans le cas de la Russie, où le pouvoir russe a beaucoup de mal à accepter et refuse en fait cette idée de la science en général, des sciences sociales en particulier, et de l'histoire encore plus, que cette histoire serait toujours en débat et toujours à rediscuter, parce que le récit qui prévaut dans l'espace public en Russie, c'est le récit d'une histoire linéaire, glorieuse, positive, qui rassemble donc toutes les pages de la grandeur de la Russie, et qui ne fait pas place précisément aux pages sombres, aux moments qui méritent la critique et qui du coup devraient faire l'objet d'un débat public, et l'ont fait à certaines périodes, notamment sous Gorbatchev, au moment de l'ouverture des archives soviétiques. Donc il y a eu ces moments de débat qui depuis se sont refermés parce que le pouvoir est à la recherche d'un récit linéaire et positif de l'histoire glorieuse de la Russie, et que en dehors de ça, rien ne peut vraiment en ce moment être discuté. Et on l'a très bien vu, notamment avec la fermeture de l'association Mémorial, qui était la grande association qui articulait à la fois réhabilitation des victimes du stalinisme et défense des droits de l'homme dans la Russie actuelle. Et cette association, qui a fait un travail historique énorme pour documenter ces pages noires de l'histoire soviétique, a été d'abord qualifiée d'agent de l'étranger, donc considérée comme un ennemi de l'intérieur en fait, et au titre de cette incrimination a été liquidée en Russie en décembre 2021, donc juste avant l'invasion massive de l'Ukraine. Ces tensions-là autour de l'histoire, on les retrouve en France. Je m'adresse un peu à vous deux. Je ne sais pas qui veut réagir là-dessus, mais est-ce que c'est des fonctionnements que vous retrouvez ici, dans une moindre mesure? Mais voilà, peut-être...
Alors, je pense, oui, effectivement, il faut réouvrir effectivement à la comparaison. Et ce que j'ai essayé de dire au départ, c'est que le Carus n'est pas non plus complètement spécifique et qu'on voit des dynamiques similaires, qu'on les observe dans d'autres contextes. Je pense que vous avez reçu en arrivant un document qui était une pétition pour la protection, pour la défense du savoir et de la science, et qui justement alertait sur les atteintes au débat académique qui ont lieu dans différents contextes, et notamment aux États-Unis actuellement. Donc on voit bien effectivement que cette difficulté à accepter une science ouverte au débat, cette difficulté-là, elle est observable dans de nombreux contextes aujourd'hui. Et pas de fonctionnement démocratique sans accès à une bonne information scientifique. Tu voulais réagir? Oui, oui, pour réagir là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien toute la complexité, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose avec les fausses nouvelles dont on parlait tout à l'heure, avec la désinformation. C'est la frontière entre lutte contre la désinformation et censure. Lutte contre la désinformation, tout le monde trouve ça très bien. Censure, tout le monde trouve ça très mal. Mais en réalité, la frontière, elle n'est pas toujours évidente. Quand on interdit... un média russe, par exemple, d'émettre en France. Alors, c'est une lutte contre la désinformation, mais ceux qui disent que c'est la censure, de même que quand il y a un comique alors là, c'est plus sur de l'information scientifique, mais quand il y a un comique dont l'émission est supprimée sur une chaîne américaine, on dit « Ah ben voilà, c'est bien la preuve, c'est la dictature », mais quand il y a un comique qui est viré d'une chaîne du service public... on ne le dit pas forcément. Et donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, en réalité, ce n'est pas des situations simples, parce que même hors des situations de guerre, tout le monde est confronté à cette question de la régulation de l'espace public, et donc de savoir où se situe la frontière entre la légitime régulation de l'espace public, donc l'interdiction par exemple de certains discours haineux, d'incitation à la haine ou de désinformation, et le fait néanmoins de laisser l'ensemble des discours s'exprimer. Et par rapport à la question de l'histoire ou des sciences sociales, au fond, on peut avoir une situation qui est assez proche, parce que il ne faudrait pas... Voilà, moi je me méfierais qu'au nom de la lutte contre la désinformation, ça aboutisse à l'idée qu'au fond, la science n'appartient qu'aux scientifiques, que l'histoire, par exemple, n'appartient qu'aux historiens. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que les historiens ont, par exemple, un discours spécifique, professionnel, avec un régime de vérité particulier sur l'histoire, mais il y a plein d'autres acteurs possibles du récit historique, et donc il faut se méfier aussi de phénomènes qui sont ceux du contrôle de l'ensemble du discours scientifique. Donc vous avez les deux niveaux, défendre, et ça c'est extrêmement important, défendre la science et défendre les scientifiques contre les agressions ou les disqualifications dont ils font l'objet dans l'espace public. Il y en a de plus en plus, et en même temps, sans que ça aboutisse à un renfermement où seuls des scientifiques légitimés par une position en réalité institutionnelle seraient légitimes à dire la vérité, que ce soit sur la société, que ce soit en histoire, parce que très souvent, justement, leur savoir, il faut qu'eux-mêmes reconnaissent que leur savoir, comme le disait Lorraine Daston, est précaire, fragile, pourrait être remis en cause. Voilà, et si je voulais être provocateur et faire l'avocat du diable, qui sait si finalement on ne dira pas dans 10 ans que le paracétamol a des conséquences. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il s'appuie sur une étude scientifique. Alors simplement, on voit bien, c'est typiquement du Lorraine Daston, c'est-à-dire que on fait une enquête, ils font une hypothèse, elle est discutée, elle est visiblement fragile, mais hop, et puis alors Trump va sortir ça, et puis en faire une espèce de, tout d'un coup, lui donner une sorte d'autorité politique et le transformer en discours idéologique. Mais on voit la différence et la fragilité des choses. Très bien. J'avais une réflexion sur la question de la désinformation par rapport à la vidéo précédente.
de la lutte contre la désinformation. Est-ce que le risque, c'est pas que finalement ce soit, notamment pour la question des guerres, deux récits qui s'affrontent et que finalement, et là c'est le journaliste qui parle, la vérité, le croisement des sources, tout ça, ça n'avait plus beaucoup d'importance pour mobiliser des récits nationaux. Je ne sais pas comment ça se passe en Ukraine aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as une vision là-dessus. Non, je pense que, alors bon, on va avoir une table ronde en fait dimanche matin sur la question de l'information en Ukraine. Donc on va revenir sur toutes ces questions, mais évidemment que le rôle des journalistes est extrêmement important pour documenter ce qui se passe, pour voilà, apporter voilà, des faits sur ce qui se joue actuellement dans le contexte de guerre, mais que cette production de l'information, elle peut être aussi le fait des citoyens, et on le voit beaucoup notamment par le recueil de témoignages, l'idée de documenter les exactions de l'armée russe qui peut se faire de façon extrêmement décentralisée avec une participation citoyenne très forte. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le cas de l'Ukraine actuellement, mais dans d'autres sociétés en guerre aussi, où les citoyens eux-mêmes vont devenir acteurs de cette production de l'information. Et voilà, dans le cas ukrainien, c'est vraiment très frappant de voir aussi comment ils s'emparent des outils numériques, du téléphone portable, du fait de pouvoir documenter et filmer en direct pour aussi voilà, informer l'ensemble de la société. Voilà, je ne sais pas si ça répondait vraiment à la question, mais c'est en tout cas ce qu'on observe actuellement. Très bien. Parce que ce que je vous propose maintenant, on est dans les temps, c'est bravo à vous, c'est de passer aux questions du public. Je pense qu'il y a un micro qui va se balader dans la salle. Ce que je vous propose, c'est de lever la main et puis de poser une question, si vous en avez. Ça dépend s'il y en a beaucoup ou pas. Bonsoir et d'abord merci pour cette excellente conférence. Peut-être plus un commentaire qu'une question, mais j'ai beaucoup apprécié la remarque attention à la frontière entre la lutte contre la désinformation qui peut virer à la censure. Et ça m'en a évoqué d'autres, alors peut-être vous les critiquerez si je les évoque, mais je crois qu'il y a récemment un projet de loi débattu à l'Union européenne pour permettre en fait l'accès à nos messages privés, quelle que soit la plateforme utilisée, même par exemple si on utilise quelque chose d'encrypté comme Signal ou WhatsApp peut se revendiquer encrypté. Et là en fait c'est fait au nom de la lutte contre la pédocriminalité. Donc on peut voir de la même façon que la lutte contre la désinformation peut servir à la censure, la lutte contre la pédocriminalité peut servir à la surveillance. Et on est en droit de se demander aussi si la lutte contre le terrorisme ne peut pas servir d'autres fins. Et aussi, un dernier point, je m'excuse, quand vous dites la vérité n'appartient peut-être pas aux scientifiques, je crois qu'il est important de faire la distinction aussi, que ce soit aux scientifiques ou aux experts. Il n'y a pas forcément une homogénéité. Il a été évoqué en fait les raisons pour lesquelles il s'exprime. Et il peut y avoir, je crois que c'est Lorraine Daston qui parlait de motivations perverses, qui vont être la recherche de financement ou en fait tout simplement, je pense au dispositif savoir-pouvoir de Foucault. Qu'est-ce qui fait qu'on donne la parole à quelqu'un? Alors moi là j'ai eu de la chance, j'ai levé la main, on m'a donné la parole, merci. Mais souvent on donne la parole à quelqu'un parce que, et même vous, je veux dire sans vous accuser, mais vous avez commencé toute cette conférence en remerciant longuement la mairie. Alors certes il faut les remercier parce que grâce à eux vous êtes là, mais le lien savoir-pouvoir est omniprésent en fait, et il est bon d'en être conscient. Voilà, merci. Alors j'en profite avant que vous laissiez répondre. Pour vous préciser que les vidéos, en fait, il y a des formats plus longs qui sont disponibles en ligne. Voilà, comme vous évoquiez la dernière vidéo. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin et d'écouter ce qui a été dit, elles font à peu près une quinzaine de minutes à chaque fois. Je ne sais pas qui... Il y a plusieurs entrées là, hein, sur déjà la première, sur la question de l'utilisation de certains prétextes pour empêcher une bonne circulation d'informations.
Je pense à la Russie, là, pour le coup. Peut-être que tu peux commencer. Oui, je pense que les questions que vous posez, et les questions de régulation, effectivement, disons de l'Internet en général, sont extrêmement importantes et méritent une attention vraiment très soutenue dans le contexte actuel. Alors on sait que dans l'Union européenne actuellement, il y a effectivement une volonté de réguler cet espace numérique, alors d'introduire des règles de modération qui ont d'ailleurs été critiquées par un certain nombre d'acteurs américains et représentants des big tech au nom précisément. Alors ils dénoncent une forme de retour de la censure dans l'Union européenne, ce qui porte aussi des enjeux économiques derrière, évidemment. Mais voilà, la frontière est très fine entre la régulation et effectivement le développement de contrôle ou d'une surveillance qui va dépasser ce qu'attend un espace civique et démocratique. Et en fait, ce que vous évoquiez, c'est très important parce qu'en fait, en Russie, la construction des emprises sur Internet s'est faite sur un temps long et au départ avec des arguments moraux du même type: protéger les enfants, lutter contre la pédocriminalité, lutter contre les malfaiteurs en ligne, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme. Et puis, en fait, ces législations se sont ensuite développées de telle façon qu'elles enserrent l'ensemble de l'espace numérique. Et donc, ça demande une vigilance extrêmement soutenue. Et là, je voudrais attirer l'attention quand même sur le rôle d'un certain nombre d'associations qui essayent d'attirer justement l'attention de chacun sur ces dérives possibles. Et je pense notamment à la Quadrature du Net, par exemple, en France, qui fait un travail vraiment fondamental pour essayer de montrer les enjeux de toutes ces régulations qui se mettent en place. Mais en même temps, et c'est ce que disait Antoine, je pense, au début de ce dialogue, c'est que la liberté de l'information, la liberté de la presse, c'est pas forcément synonyme de dérégulation totale. C'est-à-dire, c'est pas forcément l'idéal libertarien d'un espace sans contrôle. C'est de réussir à se mettre d'accord sur ces formes de régulation qui sont acceptables ou qui permettent une vie en commun harmonieuse. Oui, peut-être deux mots aussi dessus. Oui, c'était un peu l'idée que j'avais derrière la tête en disant ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, et pourtant je suis premier à dire, je suis très hostile à l'idéologie du free speech total, libertarien, évidemment, parce qu'on voit bien qu'effectivement, ça ne produit pas du tout un espace régulé, mais un espace public du savoir partagé, mais ça produit tout autre chose. Mais néanmoins, dans le discours actuellement un peu apocalyptique sur les réseaux sociaux, Internet, etc., je m'en méfie, d'abord parce que je pense qu'il est, ce que je disais tout à l'heure au début, un peu excessif, qui peint un peu tout en noir, qu'il trouve des appuis à la fois chez un certain nombre d'acteurs, mais aussi du côté d'une partie des sciences sociales. Hein, il y a une série de travaux. Et je m'inquiète un peu que ce discours-là soit le préalable ou l'accompagnateur ou annonce et encourage des formes qui iraient au-delà de la régulation nécessaire pour être des formes nouvelles de censure. Voilà. Donc, et qui commence, interdiction de certaines applications, etc. Alors peut-être que dans un certain nombre de cas, c'est souhaitable, mais on voit aussi progressivement s'enclencher quelque chose qui est une forme en fait, de paternalisme moral et politique de la part des institutions politiques, c'est-à-dire de l'État ou effectivement de la communauté européenne. Et donc si c'est pour échapper au danger des big tech, pour tomber dans le péril d'un paternalisme étatique, on n'y a pas forcément gagné énormément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois une main qui s'est levée, une là-bas à droite aussi. Peut-être d'essayer de faire court les questions, comme ça on peut en prendre plusieurs. Bonjour, oui, je vais faire court, je vais essayer. En vous écoutant, et tout au début, vous avez dit
quelque chose comme il faut voir ce qu'on appelle l'information. Et tout au long de vos interventions, j'ai eu l'impression qu'il y avait une perméabilité entre le canal et l'information elle-même. Et aussi peu de distinction entre ce que j'aimais moi sur Internet et ce qu'un journaliste, puisque disons, enfin, ou un scientifique va émettre. Ça me semble très propre à nos nouvelles technologies, cette espèce de confusion, de perméabilité entre le vaisseau et le sang. La question de monsieur le renvoyait parce qu'il parlait de nos mails personnels, de nos données personnelles. Alors s'informer vraiment, mais voilà, c'est pas vraiment une question, c'est comme une chose en suspens, ma réflexion. Il vous a manqué un peu de définition de notre part, peut-être, de ce qu'on entendait par information. Pas forcément, c'est plus l'impression que c'est très difficile, que les nouvelles technologies ont provoqué cette perméabilité et que maintenant, tout le monde, enfin, l'information vient aussi bien de moi que d'un expert. Oui, alors moi je peux répondre en tant que journaliste, juste une remarque là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a aussi bien de la part du public et peut-être parfois de la part de personnes qui produisent de l'information, une confusion des genres souvent. Quand je fais de l'éducation aux médias, l'exemple que je prends, c'est que souvent on confond un éditorialiste et un journaliste. Ce qui est quand même quelque chose finalement de très ancien. Enfin, les éditorialistes, ça date pas d'hier. Donc je suis assez d'accord avec vous et peut-être que le débat reflète aussi cette difficulté aujourd'hui à faire face à plein d'acteurs différents et d'actrices. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Madame. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Votre remarque est extrêmement juste. Quand on revient, alors ce qu'on disait au début sur cet optimisme numérique et cette idée que Internet allait apporter la démocratisation, le débat décentralisé, la participation des citoyens, etc., c'était fondé sur l'idée que ceux qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui tiennent l'espace numérique, notamment les journalistes, voyaient leur rôle s'effacer au profit de participants extrêmement divers s'exprimant notamment sur les réseaux sociaux. Et on a vu effectivement cet espace numérique se nourrir ou se démultiplier par des contenus extrêmement variés, produits par des acteurs eux aussi extrêmement pluriels. Et en fait, face à cette diversité, se sont mis en place des dispositifs de classement, de hiérarchisation des contenus, d'organisation de la circulation dans cet espace extrêmement riche. Alors c'est la discussion aussi qu'on a commencé à avoir, mais qu'on n'a pas mené jusqu'au bout sur la question des bulles de filtre et des chambres d'écho. L'idée que par ces algorithmes aussi, les personnes vont être finalement enfermées dans des bulles informationnelles qui sont ajustées à leur point de vue. Voilà, sur cette question des bulles d'information, je pense qu'on pourra prolonger la discussion parce que dans certains cas, ça peut être aussi des bulles qui vont aussi protéger des espaces d'information alternatifs, notamment dans des espaces publics sous contrainte, où vont aussi là se nouer des possibilités de dialogue qui ne peuvent plus avoir lieu dans l'espace public en général. Mais en fait, face aussi à tous ces enjeux de curation algorithmique, etc., on voit aussi les journalistes, d'une certaine façon, reprendre leur place parce que face à cette difficulté à se situer dans cet environnement informationnel, finalement, on va en partie revenir vers une production de l'information qui répond à un certain nombre de critères. Et ce qu'on voit en fait circuler sur les réseaux sociaux, c'est très souvent en fait des articles de presse qui vont être repris puis ensuite commentés, rediffusés. Donc on voit bien que ce contenu produit par des professionnels de l'information, il a encore une place dans cet espace public numérique. Je ne suis pas aussi optimiste que vous là-dessus parce que, en fait, en tant que journaliste, on a souvent l'impression de courir après une situation dans laquelle on peut produire beaucoup plus rapidement une information ou une idée et la mettre en ligne, là où le journalisme demande quand même un travail de vérification qui prend du temps. Et on a parfois un peu l'impression d'être pris de court. Et puis je pense aussi sur la question des opinions, mais par exemple à l'exemple américain avec les podcasts.
où il y avait des podcasts qui avaient une influence terrible, on l'a vu d'ailleurs dernièrement, qui venaient, en fait les politiques ne venaient plus vers des journalistes, et on a vu ça en France aussi. Je pense à l'exemple de McFly et Carlito, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais le président de la République, Emmanuel Macron, avait été interviewé par des youtubeurs qui, entre deux blagues, posaient une question politique, quoi. C'était assez déroutant en tant que journaliste. Voilà, j'interviens, je sors de mon rôle de médiateur pour intervenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que je peux je vais juste prendre tout de suite. Alors, très rapidement, en déplaçant un tout petit peu la réponse, parce que c'était une très bonne question, mais il y a un point, ça m'a fait penser à une chose qu'on n'a pas du tout évoquée. C'est que cette société de l'information, elle transforme aussi complètement le travail des scientifiques. Et donc, par exemple, pour nous qui pratiquons les sciences sociales, le fait de les pratiquer dans un espace où il y a autant d'informations disponibles, potentiellement disponibles grâce à Internet, et encore, c'est très bizarre, on n'a pas du tout parlé d'intelligence artificielle, mais on pourrait, ça modifie énormément de choses. Et là, il y a une histoire donc, très longue, au moins depuis la Renaissance, le XVIe siècle, de réflexion des savants, donc au départ des humanistes, puis des savants, puis des intellectuels, sur les outils pour traiter ce trop-plein d'informations. Et donc, il y a eu énormément de travaux. Et donc, à chaque fois, il faut s'adapter avec des technologies de l'information. Et tout ce que tu disais à l'instant sur la nécessité de hiérarchiser, de classer, d'organiser l'information, c'est vrai pour les citoyens qui s'informent, c'est vrai aussi pour les scientifiques, et ça s'inscrit dans des longues traditions qui étaient celles des index, des dictionnaires, des recueils de citations, etc., qui trouvent en fait une vie nouvelle à l'âge électronumérique. Je crois qu'on va prendre 2 questions. Oui, une question très courte. Bonsoir. Merci pour cet échange. Hannah Arendt disait que le terreau du totalitarisme, c'est quand on ne distingue plus le vrai du faux. Et du coup, la désinformation numérique d'aujourd'hui est-elle la cause ou le symptôme de cette incapacité collective à distinguer donc, le vrai du faux? Est-ce qu'il y a une deuxième question? Et comme ça, on les... Mon interrogation, elle rejoint celle du précédent intervenant. Il y a deux choses qui m'intriguent. C'est la tension qu'il y a entre le régime de vérité et le débat. Est-ce que tout peut être objet de débat, ou est-ce qu'il y a une vérité qui n'est pas à débattre? Et est-ce que le débat ne fait pas obstacle à la vérité? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le titre de ces rencontres, c'est s'informer. Et vous avez parlé de ceux qui informent. Et j'aurais bien aimé aussi qu'on réfléchisse sur la démarche de ceux qui veulent s'informer. Alors peut-être commencer avec la première, sur Hannah Arendt, quand on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Oui, bien sûr. Alors, c'est intéressant parce que Arendt a dit ça, qui est évidemment tout à fait important, et en même temps, elle dit aussi autre chose, et ça répond peut-être à la deuxième question, c'était un des thèmes très présents chez elle, c'est que justement, ce qui est fondamental, c'est que le principe même de la démocratie, c'est justement qu'on ne s'arrête pas à une vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle doit être toujours débattue, et que la recherche de la vérité est plus importante que la vérité elle-même. Ce qui compte, et donc il y a, pour Arendt, évidemment, il faut qu'il y ait une distinction entre le vrai et le faux, mais il faut que la recherche de la vérité soit toujours prise dans le débat démocratique, dans la conversation. Et à partir du moment où une vérité devient érigée en un dogme qui échappe à la possibilité même de la discussion, en réalité, on sort du régime démocratique de la recherche de la vérité, de la conversation humaine. Donc là encore, vous voyez, on est tout à fait dans cette ambiguïté. Et puis, pour ce qui est de s'informer, c'est ce que j'ai essayé de commencer à esquisser là, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des outils
Tu parlais tout à l'heure des formes de formation au journalisme. Il y a, à la fois, il y a des outils individuels, il y a des outils collectifs. Ça s'apprend, il y a un apprentissage à l'information, presque ce qu'on pourrait appeler des techniques d'autodéfense contre la désinformation. C'était très intéressant ce que tu disais tout à l'heure, la façon dont la population elle-même, il y a un civisme d'autodéfense de la population ukrainienne contre la désinformation, ce qui est un modèle qui me semble, un horizon qui me semble beaucoup plus démocratique et, disons, attirant, hein, cette idée d'avoir effectivement des défenses collectives, plutôt que l'idée de déléguer, que ce soit à des entreprises ou à des autorités étatiques, le choix de décider ce qui est de l'information ou de la désinformation, ou de nous dire où on doit et comment on doit s'informer, ce qui serait le retour en fait à des formes anciennes et non démocratiques de l'information. Quelque chose que tu veux ajouter ? Oui, je pense qu'effectivement, s'informer, c'est être acteur effectivement de ce propre accès à des savoirs, à des connaissances. Et je voulais revenir quand même sur cette question de la réception aussi, c'est-à-dire on a toujours du mal à se défaire d'une vision de l'information qui irait du haut vers le bas, du producteur vers le consommateur d'information, du journaliste vers son lecteur, etc. Or, on sait que la question de la réception est une question en sociologie extrêmement complexe, parce qu'en fait, c'est fait aussi de toutes ces interactions en société, de ces débats, de ces intermédiaires avec lesquels on va parler, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi essayer de sortir d'une vision un peu trop hiérarchique, d'une certaine façon, hein, de la réception, et plutôt la penser justement à nouveau dans cette complexité sociale. Et la réception... alors c'est pour rejoindre avec la question de la différenciation du vrai et du faux. Cette différenciation, effectivement, ne peut se faire que dans un espace ouvert au débat. Et si le débat n'est plus possible, cette différenciation devient très difficile, voire impossible. Est-ce que vous avez encore des questions ? On peut en prendre une ou deux dernières avant de conclure le débat, enfin le dialogue, la discussion. Pas de main dans la salle. Très bien. Y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais que je trouve important sur la question de la réception de l'information, c'est celui de la concentration des médias et de la possibilité d'avoir accès à des informations plurielles aussi en démocratie, enfin, tout simplement. On aurait pu reporter énormément d'autres sujets, on a eu du mal à trier dans nos discussions. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus, d'avoir assisté à cette discussion, et puis je voudrais vous remercier tous les deux et vous aussi pour votre apport à cette discussion. Excusez-moi, j'arrive au bout moi-même. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.